Dans les ruelles pavées du vieux Lyon, là où le brouillard matinal s'attarde souvent plus longtemps qu'il ne le devrait, se trouve un petit bistrot oublié du tumulte moderne, le Café L'Étoile. Derrière son comptoir en bois usé et ses banquettes en velours fatigué, Claire Moreau, 30 ans, travaille 6 jours sur 7. C'est elle qui ouvre les volets chaque matin, bien avant que le soleil ne perce les nuages, avec des gestes toujours précis, malgré la fatigue constante. Claire n'a jamais quitté Lyon. Elle connaît chaque carrefour, chaque bruit du quartier, chaque client régulier. Elle vit non loin du café, dans un petit appartement sombre qu'elle partage avec sa mère malade, atteinte d'une sclérose en plaques avancées. Depuis que son père est parti sans laisser d'adresse, Claire jongle entre les soins médicaux, les médicaments coûteux et ses longues journées de travail. Elle ne se plaint jamais. Elle n'en a pas le temps. Le Café L'Étoile est une institution du quartier. On y vient pour le croissant croustillant, le café fort et les discussions d'habitués. Claire y est à la fois serveuse, confidente et parfois infirmière de fortune pour les clients âgés. Elle ne gagne presque rien, mais elle s'accroche. Chaque matin ressemble au précédent, comme si le monde tournait sans elle, et elle, immobile, répétait sa partition. Mais ce matin-là, un mardi de novembre noyé sous une pluie fine et froide, un événement inhabituel rompt la monotonie. Un homme qu'elle n'a jamais vu franchit la porte du café. Il est grand, mince, et porte un manteau en laine anthracite. Son allure tranche avec celle des clients habituels, ouvriers ou retraités du quartier. Il n'a pas l'air perdu pourtant, il regarde autour de lui comme s'il découvrait un monde oublié. Claire l'accueille avec son sourire habituel, même si ses yeux trahissent une certaine surprise. L'homme s'installe à une table au fond près de la fenêtre embuée. Il commande simplement un café, rien d'autre. Il parle peu, mais son regard est vif, presque inquiet, comme s'il cherchait quelque chose dans l'ambiance vieillotte du lieu. Elle lui apporte sa commande sans commentaire, habituée à ceux qui veulent être seuls. Pourtant, il l'observe attentivement, sans arrogance, avec une curiosité presque douce. Claire détourne les yeux, mal à l'aise face à cet inconnu si silencieux. Il boit son café lentement, sans regarder son téléphone, sans ouvrir un journal, comme s'il savourait chaque seconde passée dans cet endroit simple. Au moment de partir, il règle en liquide, sans mot dire. Il laisse 2 pièces sur la table et s'éloigne sous la pluie. Claire nettoie la table comme d'habitude, mais quand elle voit ce qu'il a laissé, elle s'arrête net. 2 pièces dorées, 10 €, une somme bien trop élevée pour un simple café. Elle regarde rapidement dehors, mais il a déjà disparu au coin de la rue. Ce geste inhabituel la suit toute la journée. Ce n'est pas la première fois qu'un client laisse un billet de trop, mais jamais dans ce café, et jamais de cette manière. Elle pense à cet homme élégant, à son silence, à son regard. Et elle se demande qui était-il et pourquoi ce geste. Est-ce un oubli, un message, une provocation? Claire n'a pas de réponse, mais quelque chose en elle a changé. L'ordinaire vient d'être perturbé, et même si elle ne le sait pas encore, sa vie aussi. Le lendemain, dès l'aube, Claire était déjà au café, préparant les tables, alignant les tasses, ajustant les chaises avec cette routine mécanique qu'elle connaissait par cœur. Le ciel, encore plus gris que la veille, laissait présager une journée longue et humide. La nuit n'avait pas été clémente. Sa mère avait eu des douleurs, des spasmes imprévus qui l'avaient tenue éveillée presque jusqu'au matin. Et pourtant, fidèle à elle-même, Claire s'était levée sans se plaindre, sans un mot d'amertume. Le devoir l'appelait, comme toujours. Vers 8h30, alors que les premiers clients habituels occupaient déjà leur place près du comptoir, le même homme entra à nouveau. Manteau gris anthracite, visage fermé mais calme, pas pressé. Il choisit sans hésitation la même table que la veille. Il s'assit, croisa les mains sur la table et attendit que Claire vienne le voir. Elle s'approcha avec prudence, sa curiosité mêlée à un reste d'inconfort. Il n'y avait rien d'hostile en lui, mais son attitude posée, presque distante, détonnait dans ce décor familier. « Bonjour, monsieur. Un café, comme hier ?» demanda-t-elle, polie mais attentive. Il leva légèrement les yeux vers elle et répondit d'un simple hochement de tête, avec ce mince sourire qu'elle avait déjà remarqué la veille. Elle tourna les talons et alla préparer la commande. Mais cette fois, elle avait pris une décision. Elle ne voulait pas laisser ce geste étrange, sans explication. 10 € pour un café valant moins de 2, ce n'était pas une simple générosité. Pas ici, pas dans ce quartier. Quand elle revint avec la tasse fumante, elle n'attendit pas qu'il termine sa boisson. Elle posa discrètement un billet roulé à côté de la soucoupe.
« Vous avez laissé ça hier, dit-elle doucement, sans agressivité. Je crois que vous vous êtes trompé. » L'homme regarda le billet sans le toucher. Il le contempla un instant, comme si le simple papier représentait quelque chose de plus grand. Puis, relevant les yeux vers elle, il répondit « Ce n'était pas une erreur. » Claire fronça légèrement les sourcils, un peu déconcertée par la sérénité de sa réponse. « Mais c'est trop. Le café est à 1,80 €. On ne laisse pas une telle somme pour une simple tasse. »« Et pourquoi pas ?» répondit-il avec la même voix calme. « Peut-être que ce que vous offrez ici vaut plus que ce que vous croyez. » Elle resta figée un instant, la main toujours sur le billet. Il y avait dans sa voix une gravité tranquille, comme s'il parlait d'autre chose que de monnaie. Comme s'il avait vu en elle quelque chose qu'elle-même refusait de regarder en face. « Je vous assure, monsieur, je ne cherche pas à tirer profit de mes clients. »« Je sais, » répondit-il simplement. Puis il porta la tasse à ses lèvres, mettant fin à la discussion avec une douceur désarmante. Claire se retira sans insister, le billet toujours entre les doigts. Elle le glissa dans la caisse, un peu gênée, un peu troublée. Qui était-il? Pourquoi revenait-il ici dans ce lieu si banal? Ce n'était pas un homme ordinaire, cela se sentait à sa posture, à son silence chargé d'une sorte de recul. Il semblait observer le monde à distance, comme un homme qui n'a plus rien à prouver à personne. Il resta une trentaine de minutes. Ne lut pas, ne consulta pas son téléphone. Il observait simplement. De temps en temps, son regard se perdait dans la vitrine embuée, suivant les passants avec une expression que Claire n'arrivait pas à décrypter. Il finit par se lever, remercia d'un signe de tête et sortit sans un mot de plus. Elle le regarda partir, traversant la rue sous la bruine, puis disparaître au coin d'une ruelle. Quelque chose chez lui la dérangeait sans être menaçant. Une forme de solitude, peut-être. Un homme qui avait tout, visiblement, mais qui se comportait comme s'il ne possédait rien. Le reste de la journée se déroula comme toutes les autres. Les blagues des anciens clients, les commandes en rafale vers midi, les cafés doubles pour ceux qui enchaînaient 2 boulots. Mais Claire restait distraite. Elle pensait à cet homme et à ce qu'il avait dit. Ce que vous offrez ici vaut plus que ce que vous croyez. Qu'avait-il voulu dire? Était-ce une critique voilée, une forme de gratitude, ou simplement une manière d'entretenir le mystère? Le lendemain, comme elle l'avait presque pressenti, il revint. Et cette fois encore, à la même heure, à la même table, pour la même commande. Il y avait dans sa régularité quelque chose d'étrangement réconfortant, mais aussi inquiétant. Claire n'était pas habituée à ce genre de constance venue de nulle part. Elle n'osa pas lui parler de nouveau du billet. Mais quelque chose s'installait déjà entre eux. Pas un lien, pas encore, mais une habitude silencieuse. Un échange non-verbal fait de regards furtifs et de silences partagés. Il n'était plus un inconnu total, mais il restait une énigme. Ce soir-là, après la fermeture, Claire rentra chez elle sous la pluie battante. Sa mère dormait, apaisée pour une fois. Elle prépara une soupe, mangea seule à la table de la cuisine, puis alluma son vieux ordinateur. Elle avait retenu un nom, entendu au détour d'un mot, Armand. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce prénom lui était resté en tête. Elle lança une recherche simple, Armand Lyon, homme d'affaires. Les résultats s'affichèrent presque immédiatement. Et là, en photo, le visage familier. C'était lui, Armand Delacroix. Un nom que même les gens simples avaient déjà entendu quelque part. PDG d'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques d'Europe. Fortune estimée à plusieurs milliards. Discret, rare dans les médias, mais très influent. Un homme qu'on ne voit jamais dans un bistrot de quartier. Claire recula sa chaise, son cœur battant plus vite. Que venait faire un homme comme lui dans son petit monde? Et pourquoi y revenait-il chaque jour comme s'il y cherchait refuge? Les questions s'empilaient dans son esprit, mais une chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. Le jour suivant, dès que la lumière blafarde du matin traversa les vitres embuées du café L'Étoile, Claire était déjà debout, tablier noué, main dans la vaisselle, esprit agité. La veille, elle avait à peine dormi. L'image du visage d'Armand Delacroix sur l'écran de son vieil ordinateur la hantait. C'était bien lui. L'homme du café, discret, presque effacé dans sa posture, était en réalité l'un des hommes les plus puissants de France. Elle se souvenait avoir déjà vu son nom dans les journaux, lors de débats sur le prix des médicaments ou sur des acquisitions d'entreprises à l'étranger. Mais jamais elle ne l'aurait imaginé seule, buvant un café dans un bistrot de quartier. Ce matin-là, elle n'avait plus de doute sur son identité. Elle avait même lu des extraits de conférences,
de publications médicales signées de son entreprise, apprit qu'il était à l'origine de plusieurs innovations dans la recherche pharmaceutique, notamment dans le traitement de maladies rares. Il possédait des actions dans une demi-douzaine de firmes, et pourtant il avait choisi le Café L'Étoile pour venir s'asseoir. Ce paradoxe la troublait. À 9 heures pile, la cloche au-dessus de la porte retentit, et Armand entra comme à son habitude, toujours vêtu avec élégance, mais sans extravagance. Il ôta son manteau, le posa soigneusement sur le dossier de sa chaise habituelle et s'installa sans un mot. Claire s'approcha un peu plus tendue qu'à l'accoutumée. Elle avait tant de choses à lui dire ou à lui demander, mais elle ne voulait pas le brusquer. « Votre café, monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, volontairement en soulignant son nom. Il leva les yeux vers elle, une étincelle presque amusée dans le regard. Il hocha la tête lentement, sans paraître surpris. Il savait, évidemment, qu'elle avait découvert qui il était. Mais il ne répondit pas tout de suite. Elle alla préparer la commande, les mains tremblant à peine. Lorsqu'elle revint avec la tasse, il parla enfin, d'une voix basse, presque confidentielle. « Je vois que vous avez fait vos recherches. » Claire ne nia pas. Elle déposa la tasse, croisa les bras, debout devant lui, une hésitation dans les yeux. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi ce café ?» Il observa les volutes de vapeur s'élevant de la tasse, comme s'il cherchait ses mots dans les mouvements lents du café chaud. Puis il répondit avec une honnêteté désarmante. « Parce que c'est le seul endroit où l'on ne me regarde pas comme une balance bancaire sur pattes. » Claire resta silencieuse. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe, mais elle comprenait le fond. Ici, dans ce lieu où les habitués parlaient de leurs douleurs lombaires et de la météo, où l'on servait du café serré dans des tasses ébréchées, personne ne semblait se soucier de qui vous étiez. Il y avait une forme d'anonymat, de liberté, que le luxe ne permettait pas. « Et vous êtes toujours comme ça avec tout le monde ?» demanda-t-elle après un moment. Silencieux, généreux, fuyant, un petit sourire se dessina sur le visage d'Armand. « Non, avec la plupart je suis invisible ou sur la défensive, mais ici c'est différent. Vous êtes différente. » Claire rougit légèrement, prise au dépourvu par le compliment implicite. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle cherchait à l'impressionner. Elle faisait juste son travail, mais il semblait voir au-delà de ce rôle quotidien. « Je ne veux rien de vous, monsieur Delacroix », déclara-t-elle, presque brusquement. « Ni argent, ni faveur. Je voulais juste comprendre. Et c'est justement pour ça que je reviens, » répondit-il. Le reste de la matinée se déroula dans un calme fragile. Armand but son café comme les autres jours, mais il sembla plus présent, plus attentif au son du bistrot, aux gestes de Claire, aux voix des clients. Il ne laissait plus l'impression d'un homme en fuite. Il semblait à sa place, étrangement. Claire, de son côté, oscillait entre la fascination et la prudence. Elle avait vu trop de gens changer lorsqu'ils découvraient le pouvoir de l'argent. Elle en avait vu d'autres prétendre l'humilité tout en manipulant le monde autour d'eux. Mais Armand n'entrait dans aucune de ces cases. Il avait l'air fatigué, mais pas seulement physiquement. Une fatigue plus profonde, comme s'il portait un poids invisible. Il partit comme d'habitude, après avoir payé sans bruit, cette fois sans laisser de billets supplémentaires. Claire nota le détail, sans savoir si c'était une mise à l'épreuve ou un simple oubli. Quoi qu'il en soit, elle sentait que quelque chose avait bougé entre eux. Une compréhension muette, peut-être, mais réelle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire prépara le dîner de sa mère, l'aida à s'installer confortablement puis se laissa tomber sur le canapé. Elle repensa à la journée, à cette présence étrange qui commençait à faire partie de sa routine. Elle n'avait toujours pas de réponse claire à ses nombreuses questions, mais une certitude commençait à s'ancrer. Cet homme ne venait pas simplement boire un café. Il cherchait quelque chose, pas un service, pas une distraction, peut-être une échappatoire, ou quelqu'un qui ne lui demanderait rien. Et malgré elle, Claire se rendit compte qu'elle était en train de devenir ce quelqu'un. Le lendemain, il revint, toujours ponctuel, toujours seul. Et cette fois, lorsqu'elle posa la tasse devant lui, il leva les yeux et dit simplement « Je m'appelle Armand, pas monsieur Delacroix. » Claire sourit, presque malgré elle. « Et moi, c'est Claire, mais je pense que vous le saviez déjà. » Il acquiesça en silence, et le café fumant entre eux sembla effacer pour un instant toutes les différences de monde, de fortune, de destin. Deux solitudes assises à une table, sous la lumière douce d'un matin lyonnais. Rien de mystique, rien de romantisé.
Juste deux êtres humains partageant un instant vrai. Les jours se succédèrent dans une continuité presque rituelle. Armand arrivait chaque matin à la même heure, prenait place à sa table habituelle et commandait le même café noir, sans sucre. Claire, de plus en plus attentive à ses gestes, commençait à anticiper ses réactions, ses silences, ses regards parfois perdus vers la fenêtre. Il ne parlait pas beaucoup, mais son comportement en disait long. Il ne venait pas seulement pour la boisson. Il s'installait là comme on revient à un refuge discret, loin du vacarme du monde. Une semaine après leur première vraie conversation, Claire osa poser une question plus directe, pendant qu'elle nettoyait une table voisine de la sienne, sans lever les yeux vers lui. « Pourquoi vous êtes toujours seul ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Il ne répondit pas tout de suite. Claire regretta instantanément son audace. Mais après un long silence, il posa lentement sa tasse sur la soucoupe, croisa les mains et parla d'un ton neutre. Parce que la solitude est parfois le dernier endroit où on peut encore respirer. Claire s'immobilisa. Ce n'était pas une réponse attendue, pas une phrase toute faite. Il poursuivit sans qu'elle l'interrompe. « J'ai passé 20 ans à construire une entreprise qui, aujourd'hui, emploie plus de 15 000 personnes. J'ai été invité dans des conférences internationales. J'ai négocié des contrats avec des gouvernements. J'ai mangé dans des restaurants où le menu n'a pas de prix affichée. Et malgré tout ça, les moments où je me suis senti le plus vivant ne se passent plus depuis longtemps. » Claire écoutait sans parler, laissant la tension du moment se déployer sans la fuir. « Je suis malade, Claire, » finit-il par dire, les yeux fixés sur la tasse vide. « Mon cœur, insuffisance cardiaque avancée. J'ai refusé l'option de la transplantation. Les probabilités sont mauvaises, et je ne veux pas devenir un nom de plus sur une liste d'attente interminable. J'ai consulté les meilleurs spécialistes, à Paris, à Zurich, à New York. Ils disent tous la même chose. Je suis en sursis. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait pas prévu ça. Elle s'était imaginé un homme puissant, peut-être fatigué, mais pas condamné. Pas ce genre de vérité crue, jetée au milieu des cuillères et des miettes de croissant. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Ne le soyez pas. Je ne vous le dis pas pour vous émouvoir. C'est juste que vous m'écoutez. Vous n'avez pas essayé de me vendre quoi que ce soit. Vous ne m'avez pas proposé un miracle, un contact utile, une solution de plus. Vous écoutez, c'est rare. » Un silence s'installa entre eux, pas pesant, mais chargé de sens. Claire s'assit brièvement en face de lui, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle le regarda comme on regarde quelqu'un qu'on commence à comprendre. « Vous venez ici parce que personne ne sait qui vous êtes, ou parce que vous espérez que quelqu'un vous voit vraiment. » Il la regarda longuement. Ce regard-là n'était ni froid ni calculateur. Il portait une fatigue réelle, un poids que même la richesse ne pouvait alléger. « Peut-être les deux, » répondit-il. Dans les jours qui suivirent, Armand continua de venir toujours plus tôt, toujours plus silencieux. Mais peu à peu, il parla davantage. Des bribes d'enfance à Toulouse, de ses débuts dans les laboratoires comme simple assistant-chercheur, des nuits passées à travailler sans relâche pendant que ses associés dormaient. Il parlait de science, d'innovation, mais aussi des compromis qu'il avait dû faire, des décisions éthiquement discutables qu'il n'assumait plus vraiment. On ne construit pas un empire pharmaceutique sans fermer les yeux parfois, confia-t-il un matin. Mais à force de fermer les yeux, on finit par ne plus voir du tout. Claire, de son côté, se contentait d'être là. Elle ne le questionnait pas trop. Elle ne prenait pas de notes mentales, ne cherchait pas à tirer parti de ce qu'il disait. Elle comprenait qu'il avait besoin d'un espace, pas d'un tribunal. Son rôle, elle l'avait compris, n'était pas de juger ni de soigner, mais d'exister en face de lui comme quelqu'un d'ordinaire, stable, sincère. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir, elle lui offrit un petit carnet relié de cuir brun. Rien de luxueux, juste un objet simple qu'elle avait trouvé dans une papeterie du quartier. « Pour écrire ce que vous ne voulez pas dire à voix haute », expliqua-t-elle. Il le prit sans un mot, le regarda longuement, puis hocha la tête. Ce n'était pas un geste banal, et il le comprit. Pour la première fois, il sembla vraiment touché. Plus tard ce jour-là, Armand se retrouva dans un de ses appartements parisiens, seul dans le silence du marbre et du verre. Il ouvrit le carnet et commença à écrire. Pas pour le public, pas pour la postérité, mais pour lui-même. Il y mit des pensées qu'il n'avait jamais osé exprimer, des regrets, des souvenirs, des espoirs avortés. Claire avait déclenché quelque chose en lui, sans le vouloir. En ne voulant rien,
Elle lui avait offert ce qu'aucune fortune ne pouvait acheter, un miroir sincère. Pendant ce temps, Claire reprenait sa vie, comme toujours. Elle s'occupait de sa mère, gérait les clients bruyants, nettoyait les tables, encaissait les paiements en espèces et passait ses soirées à lire les romans usés qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale. Mais dans ses pensées, une place était désormais occupée. Pas par un milliardaire ni par un patient condamné, mais par un homme complexe, usé, en quête de quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Ce n'était ni une amitié, ni une admiration aveugle. C'était autre chose, une forme de respect silencieux, tissé dans les fils du quotidien, dans la répétition des cafés, dans les confidences esquissées, sans pathos. Et Armand, chaque jour, se sentait un peu moins seul à sa table. Ce jeudi matin-là, le vent s'était levé tôt sur Lyon. Un vent froid, coupant, qui s'infiltrait dans les ruelles et frappait les vitres du café L'Étoile, avec une insistance désagréable. Claire, arrivée avant l'aube comme à son habitude, se sentait plus fatiguée que les autres jours. Sa mère avait passé une mauvaise nuit, et les médicaments ne faisaient plus autant d'effet qu'avant. Il y avait eu des cris, des sanglots, des silences lourds dans l'appartement exigu. Claire avait dormi à peine 2 heures. Son dos la lançait, ses paupières pesaient, mais elle tenait debout, parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que tenir debout était devenu, depuis des années, sa manière de survivre. Elle s'efforçait pourtant de garder sa routine intacte. Elle préparait les tables avec précision, nettoyait les vitres même si la pluie les rendrait opaques en moins d'1 heure, vérifiait les stocks, saluait les premiers clients avec ce sourire professionnel qui masquait mal l'épuisement profond. Les habitués, ce matin-là, remarquèrent à peine son état. Personne ne posait de questions dans ce genre d'endroit. Chacun traînait ses propres fardeaux et les conversations restaient en surface par pudeur ou par habitude. Vers 9 heures, Armand entra, comme toujours, en silence. Il s'arrêta un bref instant à l'entrée comme s'il hésitait, puis se dirigea vers sa table habituelle. Il posa son manteau, ses gants en cuir, et s'assit sans un mot. Mais cette fois, il ne sortit pas son carnet, celui que Claire lui avait offert et qu'il emportait désormais chaque jour. Il resta immobile, les mains posées à plat sur la table, les yeux fixés sur Claire qui, de l'autre côté du comptoir, luttait pour cacher sa lassitude. Elle vint à lui plus lentement que d'habitude. Sa démarche était moins assurée, son sourire plus fragile. Il le remarqua aussitôt. « Vous allez bien ?» demanda-t-il sans détour, d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Elle hocha la tête sans conviction, fit semblant de chercher une serviette sur son plateau. « Juste un peu de fatigue, » répondit-elle. « Ma mère a eu une mauvaise nuit. » Il la regarda longuement. Il savait que ce n'était pas une plainte, juste une vérité lancée comme on jette un bout de corde. Elle n'attendait pas qu'il la saisisse, mais elle n'avait plus la force de tout dissimuler. Il ne répondit pas. Il attendit simplement que son café arrive, sans poser d'autres questions. Lorsqu'elle revint avec la tasse, elle la posa avec plus de lenteur que d'habitude. Ses mains tremblaient légèrement, et elle se mordit la lèvre pour ne pas laisser échapper un soupir. Elle tenta de reprendre contenance, mais Armand, cette fois, la fixa sans détour. « Claire, vous ne devriez pas être ici aujourd'hui. » Elle haussa les épaules. « Et où voulez-vous que je sois ? À l'hôpital avec ma mère, sans soins, chez moi à pleurer sur des factures impayées. Ce travail me tient debout, monsieur Delacroix. Ne me l'enlevez pas. » Il ne répondit rien. Il baissa les yeux comme s'il respectait le poids de ses mots. Elle s'apprêtait à repartir vers une autre table quand il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit un billet. 100 €. Il le déposa sous la soucoupe. Elle le vit, s'arrêta net, puis se pencha pour le reprendre immédiatement. « Non, pas aujourd'hui. » Il la regarda sans comprendre. Elle secoua la tête, son regard plus ferme que jamais. « Je ne veux pas ça aujourd'hui. Ce qu'il me faut, ce n'est pas votre argent. C'est que quelqu'un m'écoute, ou me laisse juste être fatigué sans en profiter. » Il ouvrit la bouche, comme pour protester, puis se ravisa. Il prit le billet, le rangea sans un mot. Ce geste, cette fermeté calme le désarma. Claire retourna vers le comptoir et continua à servir, le dos droit malgré la douleur, les gestes précis malgré l'épuisement. Le reste de la matinée fut silencieux entre eux. Armand resta plus longtemps que d'habitude. Il ne lut pas, il n'écrivit pas. Il resta simplement là, comme s'il voulait être présent, sans s'imposer. Il observait Claire aller et venir, parler aux clients, rire mécaniquement aux plaisanteries, essuyer les tables avec la minutie d'une couturière.
Et plus il la regardait, plus il comprenait l'ampleur de sa dignité. Avant de partir, il attendit qu'elle passe près de sa table. Il ne la retint pas, ne lui dit pas de mots inutiles. Il posa simplement la main sur la table et dit « Merci ». Elle ne répondit pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête. Il quitta le café sans se retourner. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire trouva sa mère endormie. Elle resta un moment dans l'entrée à la regarder. Ses traits tirés, son souffle fragile, les médicaments alignés sur la table. Elle s'assit à côté d'elle et posa la tête sur la coudoir du fauteuil. Elle ne pleura pas, elle ne se plaignit pas. Elle resta simplement là, silencieuse. Pendant ce temps, dans un hôtel discret de la presqu'île, Armand relisait ses notes dans le carnet. Il repensait à Claire, à sa phrase. « Ce qu'il me faut, ce n'est pas votre argent. » Elle avait dit cela sans colère, sans reproche, mais avec une telle clarté que cela l'avait frappé en plein cœur. Il n'écrivit rien ce soir-là. Il réfléchit. Il repensa à toutes les personnes qu'il avait croisées au fil de sa vie, partenaires d'affaires, ministres, conseillers, journalistes. Tous, à un moment ou un autre, avaient voulu quelque chose. Mais Claire, elle, continuait de n'attendre que ce qu'elle pouvait construire de ses propres mains. Ce geste de refus, cette simple phrase, avait pour lui une valeur inestimable. Dans un monde où tout s'achète, Claire venait de lui prouver qu'il existait encore des choses qui ne se monnayaient pas. Et ce jour-là, sans le dire à personne, sans même encore comprendre pourquoi, Armand prit une décision. Une décision que seule cette serveuse de quartier, épuisée mais droite, avait rendue possible. Il ne lui en parlerait pas tout de suite. Mais il savait que rien désormais ne resterait tout à fait pareil. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce matin difficile où Claire avait refusé les 100 € posés sur la table. Depuis, elle et Armand échangeaient encore moins de mots, mais leurs regards, eux, suffisaient à établir une communication silencieuse et sincère. Il y avait une forme de respect stable entre eux, née de ce refus franc, de cette frontière claire posée par Claire, que lui, milliardaire discret, n'avait pas tenté de franchir à nouveau. Mais derrière cette façade calme et maîtrisée, Armand avait entamé une série de démarches d'une toute autre ampleur. Ce n'est pas depuis Lyon, ni depuis les chambres d'hôtel qu'il affectionnait pour leur anonymat, qu'il pilotait cela. C'était depuis son téléphone sécurisé, ses appels codés, et surtout, grâce à l'intervention d'un homme de confiance qu'il n'avait plus vu depuis des mois. Maître Jules Bressac, avocat personnel basé à Paris, spécialisé en droit des successions et montages patrimoniaux complexes. Armand n'aimait pas faire appel à lui à la légère. Mais cette fois, les instructions étaient claires. Le premier contact fut bref, sans fioriture. Armand n'était pas homme à parler inutilement, encore moins de ce genre de sujet. Il envoya un message chiffré, puis un court appel vidéo, où il donna ses consignes. Il souhaitait entamer une modification significative de son testament. Une partie de son patrimoine serait réaffectée, non pas vers ses actionnaires, ni ses quelques héritiers éloignés, mais vers une structure en cours de création. Une fondation sociale à but non lucratif destinée à financer des projets d'éducation et de soutien à la jeunesse vulnérable dans plusieurs régions françaises. Un projet qui n'existait que sur papier, jusqu'à ce que Claire entre dans sa vie. Jules, d'abord surpris, comprit vite la gravité de la demande. Il ne s'agissait pas d'un caprice. Armand, affaibli par sa maladie, parlait désormais avec une lucidité qu'il n'avait jamais connue. Il dictait les conditions avec calme, mais sans équivoque. La fondation serait indépendante, dotée d'une gouvernance solide, mais elle aurait une figure centrale de référence, Claire Moreau. Pas comme bénéficiaire financière directe, mais comme membre du conseil de direction, avec voix décisionnelle sur les axes d'action. Armand ne voulait pas lui offrir un chèque. Il voulait lui offrir une position, une voix, un levier pour faire ce qu'elle faisait déjà chaque jour, aider. Mais ce mouvement ne passa pas inaperçu. À Paris, dans les étages feutrés des bureaux de Delacroix Industries, un homme suivait avec inquiétude les changements de comportement du président. Charles Béraud, associé de longue date, bras droit en apparence mais surtout fin stratège aux ambitions politiques, avait noté depuis plusieurs semaines les allers-retours d'Armand vers Lyon. Il savait que quelque chose se tramait. Les réunions repoussées, les projets mis en attente, les rendez-vous annulés sans explication, tout cela ne ressemblait pas à l'homme qu'il connaissait depuis 20 ans. Charles n'était pas dupe. Il fit appel à un enquêteur privé. Rien d'illégal, juste une surveillance discrète.
Et rapidement, les premiers rapports tombèrent. Café L'Étoile, quartier modeste, présence régulière d'Armand, seul, assis à la même table. Serveuse identifiée. Claire Moreau, sans casier, situation modeste, mère malade à charge, revenu déclaré proche du seuil de pauvreté. Aucun lien connu avec le secteur pharmaceutique, aucune affiliation politique ou militante. Juste une femme ancrée dans sa réalité. Mais pour Charles, cette situation devenait dangereuse. Il connaissait Armand. Il savait que sous ses dehors réservés, il pouvait agir sur un coup de tête, surtout maintenant qu'il se savait condamné. Une décision irrationnelle, même dictée par l'émotion, pouvait mettre en péril la stabilité du groupe, déclencher des procédures complexes, voire affaiblir leur image face aux partenaires internationaux. Il décida alors de provoquer une rencontre, de manière indirecte. À Lyon, Claire ne se doutait de rien. Les jours se poursuivaient, rythmés par les cafés, les soins à sa mère, les quelques heures de sommeil volées entre deux obligations. Mais un matin, en pleine heure creuse, un homme en costume entra dans le café. Pas Armand, un autre. Plus jeune, le visage sec, les traits durs. Il se présenta simplement comme un ami de Monsieur Delacroix. Il demanda à parler à Claire en privé. Elle, méfiante, refusa. « Ce que j'ai à vous dire est important pour vous, et pour lui », insista-t-il. Elle accepta de l'écouter sur le trottoir, devant le café, à quelques pas de la porte. Il parlait vite, trop vite. Il la prévint que la situation était plus sérieuse qu'elle ne le pensait. Il évoqua le nom d'Armand, sa santé fragile, et suggéra qu'elle prenne du recul. « Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de bien, Madame Moreau, mais vous devez comprendre que cet homme est entouré de responsabilités. Des décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences très lourdes demain. Pour lui, pour vous, pour nous tous. » Claire le fixa, sans ciller. « Vous me demandez de m'éloigner de quelqu'un que je n'ai jamais approché, » répondit-elle. « Il vient ici, il s'assoit, il parle. Je l'écoute. Je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. » L'homme parut légèrement déstabilisé. « Parfois, écouter suffit à créer des déséquilibres, » répliqua-t-il, avant de s'éloigner sans laisser de carte ni de nom. Claire rentra dans le café, le cœur serré. Elle comprenait désormais qu'il y avait un monde autour d'Armand, un monde qu'elle n'avait pas vu mais qui, lui, la voyait. Elle était devenue, malgré elle, un point d'interrogation dans les cercles feutrés du pouvoir. Elle ne savait pas ce qu'il préparait, ni ce que cela impliquait, mais elle sentait qu'il était en train de faire un choix. Et quelque part, à Paris, dans un bureau discret, Maître Breyssac relisait les premières ébauches d'un testament qui, une fois signé, ne laisserait personne indifférent. Le vent d'hiver s'était calmé, mais l'air restait mordant. Les trottoirs de Lyon luisaient encore d'humidité après une nuit de pluie fine. Au café L'Étoile, l'activité avait repris avec son rythme habituel. Claire, malgré les événements récents, faisait tout pour conserver l'apparence d'une routine intacte. Elle avait repensé plusieurs fois à l'homme en costume venu lui parler à la porte. Son visage lui revenait sans cesse, son ton menaçant derrière une politesse forcée, son discours plein de sous-entendus. Depuis ce jour-là, Claire sentait les regards d'Armand plus pesants, comme s'il savait que quelque chose s'était produit, mais sans trouver le moment de le nommer. Ce matin-là pourtant, Armand ne vint pas au café. C'était la première fois en plus de 2 semaines. Claire tenta de ne pas y penser. Les absences peuvent avoir 1000 raisons. Un rendez-vous, un contretemps, une journée ailleurs. Elle servit les cafés, nettoya les tables, fit les comptes. Mais lorsqu'elle verrouilla la porte à la fin de la journée, elle jeta un dernier regard à la table du fond, vide, comme si elle s'attendait encore à le voir apparaître, trempé, essoufflé, s'excusant de son retard. Le lendemain, même absence. Et le jour suivant encore. Claire sentit son inquiétude grandir en silence, mais elle ne savait pas où chercher. Elle n'avait aucun moyen de le contacter. Ce n'est que le 4e jour, alors qu'elle ouvrait à peine la porte du café, qu'elle le vit. Armand, debout sur le trottoir d'en face, les mains dans les poches, l'air moins stable que d'habitude. Elle traversa sans réfléchir. « Vous allez bien ?» Il hocha la tête. « Je voulais vous parler. »« Pas ici. » Claire fronça les sourcils. « Alors où ?» Il fit un signe de tête en direction du quai du Rhône. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit parc bordé d'arbres nus, où les bancs restaient vides à cause du froid. Armand s'assit, tapota le bois humide à côté de lui pour l'inviter. Claire s'installa sans parler. Le silence était lourd, mais pas hostile. « Je vais être direct, »
dit-il enfin. « Je suis en train de créer une fondation. » Elle tourna la tête vers lui, intriguée. « Elle ne portera pas mon nom. Elle ne sera pas liée à mes entreprises. Ce sera une entité à part, avec ses propres objectifs, ses propres règles. Elle visera à soutenir des jeunes en situation difficile, en leur offrant un accès à des formations, des aides, des mentors. L'idée n'est pas nouvelle. J'y pense depuis des années. Mais je n'avais jamais trouvé la forme juste, ni les personnes justes. » Claire comprenait où il voulait en venir, mais elle n'osait pas poser la question. « Je vous propose de siéger à son conseil fondateur. Ce ne serait pas une fonction technique. Vous ne serez pas obligé de gérer des budgets, ni de prendre des décisions juridiques. Mais vous serez là, pour inspirer, pour veiller à ce que l'idée d'origine ne se perde pas. » Elle le regarda avec un mélange d'incrédulité et de gêne. « Armand, je ne suis pas qualifié pour ça. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de regard, de droiture. Je veux que cette fondation existe dans un esprit que moi, je suis peut-être trop abîmé pour porter seul. Vous avez ce que je n'ai plus, cette capacité à dire non, à garder votre position sans haine, sans orgueil. Vous êtes, malgré tout, restée entière. » Elle détourna les yeux. Cette proposition la dépassait. Elle sentait que ce n'était pas un piège, ni une manière de la manipuler, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il s'obstinait à la mêler à quelque chose d'aussi grand. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Je suis serveuse, je m'occupe de ma mère. Je n'ai pas le temps, ni la tête à ce genre de rôle. Vous devriez choisir quelqu'un d'autre. C'est justement parce que vous êtes serveuse, parce que vous vous occupez de votre mère, parce que vous savez ce que c'est que de compter chaque centime, d'avoir les pieds sur terre. Ce projet a besoin de quelqu'un qui comprend le réel, pas d'un énième consultant en stratégie. » Claire resta silencieuse. Elle fixait le sol mouillé, les feuilles collées au ciment, les pigeons immobiles. Elle n'était pas flattée. Elle était épuisée. Et malgré la noblesse du projet, elle se sentait incapable de porter un fardeau de plus. « Je ne peux pas accepter maintenant, » dit-elle enfin. « Peut-être jamais. Ma vie n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginez. » Armand hocha la tête, acceptant la réponse sans discuter. Il n'insista pas. Il se leva doucement, frotta ses mains contre son manteau. Avant de partir, il ajouta simplement « Ce n'est pas une dette ni une récompense. C'est un choix. Je vous le laisse. » Il s'éloigna dans le parc, son pas plus lent que d'habitude. Claire resta là longtemps, seule sur ce banc glacé, le cœur lourd d'un poids qu'elle n'avait pas demandé. Elle rentra chez elle ce soir-là, avec un mélange de colère, de tristesse et de confusion. Pourquoi la charger de ça? Pourquoi lui donner une place dans un monde qui n'était pas le sien? Était-ce encore une manière déguisée de faire la charité? Ou bien croyait-il vraiment en ce qu'il disait? Le lendemain, il ne revint pas, et celui d'après non plus. Les jours passaient, pas de nouvelles, rien. Puis un après-midi, alors que Claire ramassait les tasses sur une table vide, elle vit quelque chose tomber du sol, là où Armand s'asseyait d'habitude. Un morceau de papier plié, une lettre, froissée, sans enveloppe. Elle la déplia, hésitante, les mains tremblantes. C'était une écriture rapide, nerveuse. Pas d'introduction, pas de signature. « Demain, je pars à Genève. Chirurgie expérimentale. Très peu de chance. J'ai tout mis en ordre. Si je ne reviens pas, vous saurez pourquoi je vous ai choisi. Ne laissez pas cette idée mourir avec moi. » Claire relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot était un coup dans sa poitrine. Elle n'avait jamais su qu'il était aussi proche de la fin. Elle l'avait entendu parler de maladie, mais jamais dans ces termes. Elle ne savait pas non plus quoi faire, ni où aller. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas rester là à attendre. La lettre était froissée, sans en-tête, sans date, sans signature officielle. Mais Claire n'eut besoin d'aucune de ces choses pour comprendre que c'était bien d'Armand. L'écriture tremblait, les phrases hachées, le ton grave et direct ne laissaient aucun doute. Ce papier maladroitement glissé sous la table, volontairement ou par accident, elle l'ignorait, était une sorte d'au revoir dissimulé. Il annonçait son départ pour Genève, une intervention chirurgicale à très haut risque. Et cette fois, il avait préparé ses affaires comme quelqu'un qui ne compte pas revenir. Claire relut les mots encore et encore, espérant y trouver une faille, un indice, une exagération. Mais la lettre ne laissait place à aucun doute. Ce n'était pas une métaphore, pas une crise passagère ni un besoin d'évasion. Il s'agissait bien d'une opération médicale, probablement lourde, possiblement fatale.
et Armand semblait avoir accepté cette possibilité avec une sérénité glaciale. Elle resta debout, au milieu du café désormais vide, tenant la feuille comme un objet trop fragile pour être replié. Le bruit du réfrigérateur à boissons en fond, la lumière pâle du néon qui clignotait près de l'entrée, le froid qui s'insinuait sous la porte mal isolée, tout paraissait soudain irréel. Armand n'était pas là, et chaque jour qui passait sans nouvelles accentuait une absence qui devenait de plus en plus concrète. Après quelques minutes figées, elle ferma à clé, rentra chez elle à pas rapides et précipités. Dans l'appartement, sa mère dormait profondément, après une journée difficile. Claire déposa la lettre sur la table de cuisine, comme si elle contenait une bombe à retardement. Elle n'était pas censée se mêler de la vie d'un homme comme lui. Elle l'avait toujours répété. Ils appartenaient à deux mondes que rien ne reliait, sauf un café quotidien et des silences partagés. Pourtant, à cet instant, elle savait qu'elle devait agir. Mais comment? Elle ne connaissait ni l'adresse exacte d'Armand à Genève, ni le nom de l'hôpital. Il n'avait laissé aucune coordination, aucune référence. Juste une ville et une date floue, demain. Cela suffisait à faire de chaque heure une urgence. Elle pensa un instant à Charles, cet homme en costume venu la mettre en garde quelques semaines plus tôt, mais elle rejeta immédiatement l'idée. Il ne l'aiderait pas. Il ferait tout pour l'écarter. Elle n'avait qu'une piste, un nom, une destination et une amie. Cette amie s'appelait Judith, une ancienne camarade de lycée, installée en Suisse depuis plusieurs années et qui travaillait comme assistante administrative dans un cabinet médical de Lausanne. Elle s'était perdue de vue, mais restait en contact épisodique via des messages brefs et quelques appels rares. Claire prit son téléphone et appela sans réfléchir. La voix de Judith, étonnée d'entendre Claire après si longtemps, fut vite remplacée par une écoute attentive. Claire lui expliqua tout, sans rien cacher, sauf peut-être l'identité exacte d'Armand. Elle parla d'un homme malade qui partait pour Genève pour une opération complexe et dont elle ignorait l'hôpital. Judith, malgré la surprise, comprit immédiatement l'urgence. Elle demanda 24 heures, mais Claire refusa. « Je prends le train ce soir. Peux-tu m'héberger une nuit et m'aider demain matin à faire le tour des hôpitaux ?» Judith accepta sans poser de questions supplémentaires. Claire fit sa valise en 20 minutes. Quelques vêtements, une trousse de toilette, la lettre d'Armand. Elle laissa un mot à sa mère, lui expliquant qu'elle devait s'absenter 2 jours, mais que l'aide-soignante passerait comme prévu. Puis elle ferma la porte à double tour et prit le tram jusqu'à la gare. Le trajet jusqu'à Genève fut long, tendu, irréel. Elle avait l'impression de trahir quelque chose en allant vers cet homme. Elle n'était pas de sa famille, elle n'était pas son amie, ni sa compagne, ni sa collègue. Elle n'était rien dans son organigramme. Et pourtant, elle était en route, parce qu'il lui avait laissé cette lettre, parce qu'il lui avait confié à sa manière la trace d'un possible adieu, parce qu'elle savait que si elle restait à Lyon, l'idée de ne rien avoir tenté l'engloutirait à jamais. Le lendemain, dès 7 heures du matin, Judith l'accompagna à Genève. Elles firent le tour de plusieurs établissements, cliniques privées, centres spécialisés, hôpitaux universitaires. À chaque réception, Claire donnait le nom complet d'Armand, accompagnait sa requête d'un ton calme mais insistant. Judith complétait en expliquant qu'elles étaient en contact avec lui pour une procédure médicale urgente. 3 établissements nièrent l'avoir admis. Le 4e hésita. La réceptionniste, après quelques clics sur son écran, releva les yeux. « Je ne peux pas vous confirmer sa présence ici, mais je vous conseille d'attendre dans le hall du bâtiment D. Il y a des chirurgies cardiaques programmées aujourd'hui. Si votre connaissance est bien patient ici, vous serez informé à la sortie du bloc opératoire. » Claire ne posa pas plus de questions. Elle se dirigea vers le bâtiment en question, les jambes lourdes. Dans le hall, tout était calme, aseptisé, impersonnel. Elle s'installa sur un banc métallique entouré de silence. Judith lui proposa de rester, mais Claire la remercia et la laissa partir. Elle avait besoin d'être seule. Le temps s'étira. 1 heure, 2, 3. À midi, une infirmière en blouse bleue s'approcha d'elle. « Vous êtes Claire Moreau ?» Claire se leva d'un bond. « Oui, Maître Bressac m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle tendit une enveloppe cachetée. Claire l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre plus formelle signée de la main de l'avocat. Elle y lisait, en mots clairs, que le testament d'Armand avait été modifié.
quelle que soit l'issue de l'opération, Claire était désormais officiellement membre fondatrice de la Fondation de la Croix pour l'avenir des jeunes. Que sa mission y serait symbolique mais réelle, et qu'un document juridique signé de sa main serait requis dans les prochaines semaines pour valider cette désignation. Claire resta figée, les mains tremblantes. Elle ne voulait pas de cette lettre, pas maintenant. Elle voulait des nouvelles d'Armand. Elle voulait savoir s'il était encore vivant. 1 heure plus tard, enfin, un homme en blouse blanche, les traits tirés, s'approcha d'elle. Il retira son masque et s'adressa à elle d'une voix douce mais ferme. Il est sorti du bloc. L'opération s'est bien déroulée. Le plus dur est passé, mais le chemin sera long. Claire ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle ne dit rien. Mais dans son silence, quelque chose céda. Ce n'était pas un soulagement explosif, mais une tension qui retombait, centimètre par centimètre. Elle s'assit à nouveau, les jambes fléchies, la lettre encore en main, et comprit que désormais, rien ne serait plus comme avant. Le retour à Lyon ne fut pas immédiat. Claire resta à Genève 2 jours supplémentaires. Le premier, elle passa de longues heures dans le hall stérile de la clinique, n'ayant pas encore le droit de voir Armand, dont l'état post-opératoire exigeait un isolement strict. Le second, elle reçut l'autorisation de s'asseoir à son chevet, bien que les visites fussent limitées à 15 minutes. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle le découvrit méconnaissable, le visage pâle, les traits tirés, une perfusion accrochée au bras gauche et des électrodes disposées sur sa poitrine. Et pourtant, dès qu'il ouvrit les yeux et la vit, un sourire discret, presque imperceptible, fendit ses lèvres. « Je savais que vous viendriez », murmura-t-il, la voix faible, à peine audible. Claire ne répondit pas. Elle s'assit à côté du lit, posa sa main sur le drap sans le toucher, comme pour établir une présence sans envahir son espace. Elle n'était pas venue pour poser des questions, ni pour parler du testament ou de la fondation. Elle voulait simplement qu'il sache qu'il n'était pas seul, qu'il y avait quelque part quelqu'un qui avait vu l'homme derrière la fortune, l'être derrière le nom. Après ce court moment, elle quitta la clinique sans savoir quand elle le reverrait. Elle retourna à Lyon dans un train du soir, le visage contre la vitre, le regard perdu dans la nuit. Lorsqu'elle arriva à la gare Perrache, la ville lui parut différente, comme si l'espace entre 2 mondes s'était effondré en elle. Elle avait traversé une frontière invisible, celle entre la vie d'avant et celle qu'elle n'avait pas encore choisi d'accepter. À son retour, tout la rattrapa d'un coup. Sa mère, affaiblie par 2 jours sans sa présence, même assistée par une aide soignante. Le café qui avait tourné sans elle, mais dont les habitués avaient demandé où était passée Claire. Les dettes, les routines, les contraintes. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout semblait moins solide qu'avant. Elle vivait désormais entre 2 réalités. Quelques jours plus tard, une enveloppe officielle l'attendait sur le comptoir du café. Elle portait le cachet du cabinet Brissac. À l'intérieur, un dossier complet de la fondation. Statut, mission, conseil fondateur et le formulaire d'acceptation de son rôle symbolique de conseillère. Il n'y avait pas de pression dans la lettre. Juste une formule respectueuse. Vous avez toute liberté de refuser. Rien ne vous y oblige. Claire garda le dossier pendant 3 jours sans l'ouvrir de nouveau. Elle l'avait posé dans la cuisine, à côté de la cafetière, entre les factures EDF et le planning des soins de sa mère. Chaque matin, elle le regardait sans l'ouvrir. Chaque soir, elle l'ignorait avec un sentiment de culpabilité sourde. Ce n'était pas le contenu du dossier qui l'angoissait, c'était la portée du choix qu'il représentait. Dire oui, c'était accepter d'entrer dans un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. C'était prendre une position. Dire non, c'était trahir quelque chose en elle-même, quelque chose qu'Armand avait vu avant qu'elle ne le voie elle-même. C'est en revenant du marché un matin avec un sac de légumes sous le bras qu'elle croisa un groupe de jeunes assis au bord d'un trottoir, près de la place Carnot. Ils avaient l'air perdus, certains fumaient, d'autres parlaient de fort. Elle en connaissait un, Kevin, fils d'une ancienne cliente du café. Il avait été bon élève autrefois, mais avait quitté l'école trop tôt. Il la salua, surpris, presque honteux. Elle lui répondit naturellement, sans détourner les yeux. Ce fut un déclic. Elle rentra chez elle, ouvrit le dossier de la fondation, lut chaque ligne, chaque clause, chaque engagement. Le lendemain, elle posta la lettre d'acceptation signée. 1 semaine plus tard, Armand, encore faible mais debout, revint à Lyon. Il évita les hôtels de luxe. Il loua un petit appartement meublé dans une rue discrète du quartier de la Croix-Rousse.
Il ne cherchait pas la visibilité. Il cherchait à respirer, à retrouver une forme d'authenticité que Paris lui avait volée depuis longtemps. Lorsqu'il entra à nouveau dans le café L'Étoile, Claire le vit immédiatement. Il marchait plus lentement, plus prudemment, mais son regard était clair, plus léger. Elle s'approcha, posa une tasse sur sa table habituelle, sans rien dire. Il la regarda, les yeux pleins d'une reconnaissance muette. « Je suppose que vous avez reçu les papiers, » dit-il doucement. « Oui, et j'ai signé. » Il ferma les yeux un instant, comme pour savourer l'instant. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une conquête. C'était un alignement. Mais cette sérénité fut de courte durée. Quelques jours plus tard, les premiers titres apparurent dans les journaux économiques. Le milliardaire Armand Delacroix se retire des affaires. Un café à Lyon serait au cœur de la nouvelle vie du magnate de la pharmacie. Qui est Claire Moreau? Les photos étaient floues, prises à la volée. Des articles circulaient, mélangeant vérité, demi-mensonges et insinuations douteuses. Claire fut prise au dépourvu. Certains clients du café la regardaient autrement. D'autres lui posaient des questions qu'elle refusait d'entendre. On parlait d'héritage caché, de romances discrètes, de manipulation. Son nom circulait dans des contextes qu'elle n'avait jamais choisis. Un matin, elle claqua la porte du café avant l'heure d'ouverture. Elle ne supportait plus le poids des regards. Elle marcha longtemps, sans direction. Ce fut Armand qui la retrouva, assise sur un banc près du parc de la Tête d'Or. Elle ne dit rien au début. Lui non plus. Puis elle lâcha. « Il croit que j'ai fait ça pour l'argent, que je vous ai piégé, que je vous ai charmé pour obtenir quelque chose. » Il répondit calmement. « Et vous, qu'en pensez-vous » Elle le fixa, les yeux pleins de fatigue. « Je pense que je n'ai rien demandé, mais que j'ai accepté. Et maintenant, je ne sais plus si j'ai eu raison. » Il s'approcha, posa une main sur le dossier du banc. « Vous avez eu raison. Vous avez simplement eu du courage. Ce sont les autres qui ne comprennent pas qu'on peut choisir de faire le bien sans y chercher de récompense. » Elle hocha la tête lentement. Il avait raison. Mais cela ne suffisait pas à faire taire les doutes. Pourtant, ce jour-là, elle décida de ne pas fuir, de rester, de continuer à venir au café, de répondre aux regards par son travail. Et surtout, de faire vivre la fondation qu'elle n'avait pas fondée, mais à laquelle elle venait de donner son sens. Les semaines qui suivirent furent à la fois lentes et intenses. La ville reprenait son rythme après les remous de la presse locale, mais pour Claire, chaque journée apportait un poids nouveau, une responsabilité plus grande. Elle était retournée au café L'Étoile, avait repris sa place derrière le comptoir et servait à nouveau les clients comme elle l'avait toujours fait. Pourtant, quelque chose avait irrémédiablement changé. Elle était désormais plus qu'une serveuse. Elle était, aux yeux du monde, la femme qui avait été choisie par Armand Delacroix pour représenter une partie de son héritage moral. Armand, de son côté, récupérait lentement de sa chirurgie. Il restait affaibli, mais chaque jour lui rendait un peu plus d'autonomie. Il ne parlait pas beaucoup de l'opération, ni des risques qu'il avait frôlés. Lorsqu'il revenait au café, c'était en fin de matinée, toujours discret, toujours seul. La table au fond était devenue son poste d'observation silencieux, un lieu où il semblait réfléchir, observer, prendre la mesure de la nouvelle vie qu'il s'était lui-même imposée. Un après-midi de décembre, dans l'arrière-salle du café, Armand convoqua Claire à une réunion informelle avec Maître Bressac. L'avocat était venu de Paris spécialement pour cet échange. Il s'agissait de lui présenter les documents définitifs de la Fondation, dont les statuts venaient d'être validés par le conseil administratif. Le nom était sobre, Fondation Horizon. L'objectif était clair, offrir des bourses, des mentorats et des formations professionnelles à des jeunes en difficulté, dans les quartiers populaires de Lyon, Marseille et les banlieues de Paris. Le projet, désormais officiel, disposait d'un budget initial de 3 millions d'euros, entièrement financé par Armand. Claire écoutait attentivement, sans prononcer un mot de trop. Elle lisait les documents avec soin, relisait certains passages, posait des questions précises. Elle ne voulait pas être un nom sur un papier, une figure symbolique décorative. Elle voulait comprendre les mécanismes, les conditions, les responsabilités réelles qui découlaient de son rôle. Maître Bressac fut le premier à la regarder avec sérieux, après plus d'une heure de présentation. « Vous n'avez pas l'air impressionnée, Madame Moreau. » Elle répondit calmement. « L'argent ne m'impressionne pas. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je vais en faire. » Armand esquissa un sourire discret. Il savait dès le début qu'elle poserait cette question.
C'était pour cela qu'il l'avait choisie. Pas parce qu'elle rêvait de changer le monde, mais parce qu'elle avait une conscience lucide de ce que cela impliquait. La réunion dura encore 1 heure. À la fin, Claire signa le dernier document. Elle devenait officiellement co-gestionnaire de la Fondation Horizon. Une signature qui, sur le papier, semblait administrative, mais qui, pour elle, représentait une bascule. Une rupture nette avec la vie d'avant. Non pas une rupture dans les gestes du quotidien, mais dans la perception qu'elle avait d'elle-même. Elle n'était plus seulement une exécutante des journées longues et silencieuses. Elle devenait responsable d'un projet plus vaste qu'elle et portait désormais le regard d'autres, ceux qui l'attendaient sans encore savoir qu'elle existait. Dans les jours suivants, la presse nationale reprit le fil de l'histoire. Des articles plus sérieux, moins sensationnalistes, commencèrent à circuler. On y évoquait une nouvelle direction pour Armand Delacroix, un tournant social inspiré par une rencontre inattendue. Le nom de Claire y figurait, parfois en première ligne, parfois en marge. Elle refusait les interviews, les portraits, les invitations. Elle se contentait de répéter quand on l'interrogeait par téléphone « Ce n'est pas mon histoire, c'est un projet, pas une vitrine ». Dans l'ombre pourtant, des critiques se faisaient entendre. Certains anciens associés d'Armand voyaient d'un très mauvais œil cette initiative. Ils estimaient que sa fortune devait rester dans le cercle professionnel, qu'un projet social n'avait pas sa place dans une stratégie de succession. Charles Béraud, en particulier, exprimait publiquement son désaccord, évoquant un acte émotionnel déguisé en philanthropie. Il alla même jusqu'à déposer une requête auprès d'un tribunal commercial pour examiner la légalité des fonds transférés à la Fondation Horizon. Mais le dossier était solide. Breyssac avait pris toutes les précautions juridiques. Rien ne pouvait être remis en question sans paraître mesquin, voire diffamatoire. Pendant ce temps, Claire commençait à rencontrer les premiers membres du conseil élargi de la Fondation. Des éducateurs, des anciens travailleurs sociaux, des enseignants. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait. Elle prenait des notes. Elle refusait tout langage creux. Elle insistait pour qu'on parle des réalités de terrain, des vrais besoins, pas des projets à présenter dans des conférences. Elle fit une tournée discrète dans les arrondissements ciblés, rencontra des associations locales, des responsables de foyers, des jeunes en décrochage. Elle ne se sentait pas légitime au début. Elle se tenait souvent en retrait. Mais peu à peu, sa posture simple et directe finit par convaincre. Elle n'apportait pas des promesses, elle apportait une structure prête à agir, des fonds disponibles immédiatement et surtout, une volonté de respecter ce qui existait déjà sans l'écraser. Le soir, après ses journées remplies de dossiers, de trajets et de rencontres, Claire rentrait toujours chez elle, préparait le dîner de sa mère, l'aidait à s'installer, regardait les infos distraitement. Elle refusait de quitter le café, du moins pas encore. Elle continuait à travailler quelques heures par jour, pas par besoin financier, mais parce que c'était son point d'équilibre, le lien avec ce qu'elle avait toujours été. Elle savait que si elle coupait ce fil trop tôt, elle risquait de perdre pied. Armand, de son côté, se tenait en retrait. Il apparaissait parfois dans les réunions, toujours en visio, rarement en personne. Son rôle était désormais celui d'un soutien moral et stratégique. Il avait cédé la place volontairement à ceux qui prenaient le relais. Et dans cette transition, il trouvait une forme de soulagement. Il avait transmis quelque chose sans tout contrôler. Et cela, pour lui, valait plus qu'un simple legs financier. Dans un mail court qu'il envoya un soir à Claire, il résuma sa pensée. « Ce n'est pas le projet qui m'a sauvé. C'est le fait que vous l'ayez accepté. » Claire ne répondit pas. Elle garda ce message dans ses archives, entre 2 fichiers sur la gestion budgétaire et les plannings de terrain. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle avançait. Et elle savait qu'au bout du chemin, il y avait désormais autre chose qu'une survie quotidienne, une construction, un avenir, un rôle. Pas pour elle seule, mais pour tous ceux qu'elle avait décidé de représenter. Quand l'hiver s'installa pleinement sur Lyon, recouvrant les trottoirs d'une pellicule de givre, Claire avançait d'un pas ferme à travers les rues froides du quartier. Son quotidien, autrefois prévisible, était devenu une succession de rendez-vous, de décisions, de mails à traiter, de bilans à lire. Et pourtant, elle tenait à maintenir ses habitudes. Chaque matin, elle ouvrait le café L'Étoile, servait les premiers cafés, vérifiait les stocks et saluait les clients comme si rien n'avait changé. C'était une façon pour elle de ne pas perdre l'équilibre. Armand avait officiellement quitté la direction de ses entreprises. Son départ fut annoncé par un communiqué sobre, évoquant des raisons de santé
et le souhait de consacrer son énergie à des projets à impact social. Dans les cercles économiques, la nouvelle fut commentée avec curiosité mais sans scandale. Ses actions avaient été transférées à une holding familiale avec un conseil de surveillance solide. Rien d'illégal, rien de choquant. Mais pour la presse grand public, c'était une autre affaire. À partir du moment où le nom de Claire Moreau fut associé officiellement à la Fondation Horizon, les journalistes commencèrent à creuser. Ils parlèrent d'elle comme l'énigmatique serveuse lyonnaise, puis comme la protégée inattendue du magnate pharmaceutique. Certains articles allèrent plus loin, titrant sans retenue « L'héritage du cœur »,« Une romance sous silence » ou encore « L'ombre d'une manipulation ». Les médias locaux s'emballèrent, les émissions de débat relayèrent le sujet, chacun y allant de sa théorie. Claire, bien que préparée à certaines réactions, ne mesurait pas l'ampleur de la vague. Le téléphone du café se mit à sonner plus souvent. Des journalistes s'invitaient sur le trottoir. D'autres tentaient de réserver sous de faux noms pour l'apercevoir. Les habitués, gênés, changeaient de sujet quand elle passait. Elle perdit certains clients réguliers, mal à l'aise avec l'attention médiatique. Le lieu qu'elle avait toujours connu comme refuge devenait peu à peu un espace sous observation. Qu'un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Anonyme, elle contenait un article découpé, surligné en rouge. Une chronique acerbe, la dépeignant comme une opportuniste, ayant profité de la fragilité d'un homme malade pour se hisser dans un monde qui n'était pas le sien. Ce n'était pas la première attaque, mais celle-ci était particulièrement violente. Elle la jeta à la poubelle, sans un mot, mais elle ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain, elle songea à tout abandonner. Elle imagina appeler Armand, lui rendre sa place, refuser le poste à la fondation, quitter le café, déménager, disparaître. Mais elle se ravisa. Elle savait que céder, c'était donner raison à ceux qui ne voyaient en elle qu'un stéréotype. Elle décida alors de reprendre le contrôle de son récit. Elle organisa une conférence de presse, brève, dans une salle municipale louée pour l'occasion. Elle y apparut seule, sans Armand, sans avocat, sans conseiller. Elle lut une déclaration rédigée par ses soins, posée sur 3 feuilles A4. « Je m'appelle Claire Moreau. Je suis serveuse depuis plus de 10 ans à Lyon. J'ai grandi dans ce quartier. J'y ai vu passer des générations de travailleurs, de familles, de jeunes en rupture, d'anciens oubliés. Je n'ai jamais cherché à entrer dans un autre monde. Mais un homme est venu dans le mien. Il ne m'a rien demandé, ne m'a rien promis. Il a parlé. J'ai écouté, c'est tout. » Elle fit une pause, reprit sans trembler. « Je ne suis pas héritière, je ne suis pas compagne, je ne suis pas manipulatrice. Je suis aujourd'hui la représentante d'un projet qui dépasse nos noms, nos titres et nos parcours. La Fondation Horizon n'est pas une faveur, c'est une responsabilité, et je l'assumerai, malgré les regards, malgré les doutes. » Elle quitta la salle sans répondre aux questions, escortée par 2 membres de la mairie. Le lendemain, les journaux rapportèrent son discours, certains avec neutralité, d'autres avec respect. Les critiques ne cessèrent pas, mais elles changèrent de ton. L'attaque devint moins personnelle, plus prudente. Le soutien, lui, commença à se manifester. Dans les jours qui suivirent, Claire reçut des lettres de jeunes issus de quartiers difficiles, de mères isolées, de professeurs de lycée, de bénévoles d'associations. Tous lui disèrent la même chose avec des mots différents. « Ne reculez pas. Vous représentez quelque chose qu'on croyait impossible. » Pour la première fois depuis des semaines, Claire se sentit comprise. Pas valorisée, mais reconnue. Armand, de son côté, assistait à tout cela en retrait. Il n'intervenait pas, ne répondait à aucune interview. Il laissait Claire avancer par ses propres moyens. Un après-midi, il passa au café, s'assit comme toujours à sa table. Claire s'approcha avec 2 cafés en silence. « Vous avez bien fait », dit-il simplement, en posant la tasse devant elle. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle leva les yeux, le regard droit. « Je n'ai pas agi pour bien faire. J'ai agi pour ne pas fuir. » Il acquiesça. C'était exactement ce qu'il espérait. Ce jour-là, Claire comprit que sa voix, qu'elle n'avait jamais cherchée, était désormais entendue. Pas dans les sphères du pouvoir, pas dans les milieux politiques, mais là où elle comptait vraiment, dans le quotidien des invisibles. Ceux pour qui une fondation ne devait pas être une façade, mais une promesse tenue. Le café redevint peu à peu un lieu apaisé. Moins fréquenté peut-être, mais plus respecté. Claire y resta à mi-temps, tout en consacrant l'autre moitié de ses journées à la Fondation Horizon, dont les premiers projets pilotes
démarrait déjà dans des lycées de la banlieue lyonnaise. Une salle de formation venait d'être inaugurée à Marseille et un programme d'accompagnement scolaire était lancé à Saint-Denis. Claire s'y rendait, écoutait, observait. Elle ne donnait pas de discours. Elle signait les partenariats, vérifiait les conditions, parlait aux jeunes. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle faisait cela, elle répondait invariablement « parce que j'ai eu la chance d'être écoutée et que maintenant, c'est à mon tour ». Au cœur de Lyon, les matins restaient froids, mais le vent semblait moins rude. Dans le quartier où le café L'Étoile s'accrochait depuis des décennies entre une boulangerie vieillissante et une quincaillerie aux volets toujours clos, la routine avait repris son droit. Les passants, moins curieux, cessaient de ralentir en passant devant la vitrine. Les clients d'antan revenaient un à un, poussés non par la nostalgie, mais par un besoin de continuité. Et Claire, debout derrière le comptoir, reprenait ses gestes, moins mécaniques, mais plus ancrés que jamais. Elle avait finalement choisi de garder sa place dans le café, non pas par peur de perdre ce qu'elle connaissait, mais parce qu'il lui semblait essentiel de ne pas se déconnecter. Le sol sur lequel elle avait construit sa résilience ne devait pas devenir un souvenir. Elle travaillait désormais les matins, de 7h à midi, puis consacrait ses après-midi à la fondation. Un rythme soutenu, exigeant, mais qui lui donnait paradoxalement une forme de stabilité. Les deux mondes se répondaient. L'un gardait les pieds au sol, l'autre traçait une direction. La fondation Horizon, de son côté, grandissait vite, trop vite, selon certains observateurs, qui craignaient un développement précipité. Mais Claire, prudente, refusait l'expansion aveugle. Elle avait demandé que chaque projet pilote soit testé, évalué, suivi. À Marseille, les premiers résultats d'un programme d'orientation professionnelle avaient montré un taux de participation record dans un lycée de la périphérie. À Saint-Denis, les jeunes encadrés dans un dispositif de mentorat rencontraient régulièrement leurs parrains et marraines, choisis pour leur proximité culturelle et géographique. À Villeurbanne, un atelier de théâtre avait permis de créer un espace de parole inédit pour des adolescents en rupture scolaire. Claire insistait pour visiter chaque site, discuter avec les bénéficiaires, rencontrer les équipes locales. Elle prenait des notes, posait des questions concrètes, refusait les rapports pleins de jargon. Elle ne voulait pas d'une fondation qui s'évaluait à coups de graphiques et de slogans. Elle voulait mesurer l'impact par les récits, les changements réels dans les parcours, les hésitations transformées en décisions. Armand, installé à Lyon de manière plus permanente, vivait dans un appartement modeste du 6e arrondissement. Il sortait peu, passait parfois au café, mais restait en retrait des opérations de la fondation. Son rôle était désormais consultatif, volontairement effacé. Il avait confié à Claire l'élan, mais aussi la continuité, une forme de transmission sobre, presque silencieuse. Un après-midi d'hiver, alors que Claire terminait une réunion avec des éducateurs dans un centre social de Vénissieux, elle reçut un appel inattendu. Il venait d'un lycée de la banlieue parisienne, où la fondation venait tout juste de lancer un programme pilote. Une classe de terminale souhaitait l'inviter pour parler de son parcours, non pas pour une conférence formelle, mais pour une discussion autour de leur avenir. Elle hésita. Elle n'aimait pas parler d'elle. Mais elle comprit rapidement que l'enjeu n'était pas de se raconter, mais de montrer que son histoire n'avait rien d'extraordinaire, et que justement, c'était en cela qu'elle comptait. Elle accepta. La semaine suivante, elle se rendit à Paris, puis en banlieue, accueillie dans une salle de classe au mobilier fatigué par des élèves mi-curieux, mi-sceptiques. Elle n'apporta pas de discours, pas de support visuel. Elle parla debout, sans notes. Elle raconta le café, sa mère malade, les matins trop tôt, les nuits trop courtes. Elle expliqua comment une conversation honnête, sans enjeu, avait changé le cours des choses. Elle insista sur ce point. Elle n'avait rien demandé. Mais elle avait écouté et répondu par un refus sincère quand c'était nécessaire. Les élèves, d'abord silencieux, finirent par poser des questions. Sur la fondation, sur ses responsabilités, sur ses doutes. Elle répondit sans détour. À la fin de l'échange, un garçon au fond de la salle leva la main. « Vous avez dit que vous n'étiez pas préparé à ça. Alors pourquoi vous avez accepté ?» Elle réfléchit une seconde, puis répondit « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a regardé sans me juger, et je me suis demandé si je pouvais faire pareil pour d'autres. C'est tout. » La salle resta silencieuse, mais elle sentit que quelque chose avait circulé. Pas une admiration, ni un effet de surprise, une connexion simple, directe.
Elle repartit sans fanfare, mais avec la certitude que sa place là où elle était désormais faisait sens. De retour à Lyon, elle trouva Armand assis à la terrasse du café, malgré le froid. Il avait une écharpe autour du cou, les joues légèrement rouges, mais le regard clair. « Tu fais des discours maintenant » demanda-t-il moqueur. « Non, répondit-elle. Je réponds à des questions. » Il hocha la tête. Il aimait cette nuance. Ils restèrent là en silence, observant les passants, les voitures, la vie ordinaire. Deux figures que tout semblait opposer, mais que la réalité avait rapprochées, non par exception, mais par logique. Il n'y avait pas de miracle, pas d'élévation romantique. Seulement deux personnes qui avaient à un moment donné refusé la facilité de l'indifférence. Le soir, Claire rentra chez elle, posa son sac, prépara le dîner de sa mère et relut les derniers rapports des projets en cours. Elle annota certains passages, corrigea des données, ajouta des suggestions. Puis elle s'assit à la table de la cuisine, seule, et pensa à tout ce qui avait changé. Elle ne souriait pas souvent, mais ce soir-là, elle le fit. Pas pour ce qu'elle avait obtenu, mais pour ce qu'elle construisait. Un matin d'avril, le ciel au-dessus de Lyon était dégagé d'un bleu froid et sec. Les bourgeons commençaient à apparaître timidement sur les arbres du quartier, et les premières lumières naturelles perçaient à travers les vitres du café L'Étoile. Claire était déjà sur place, comme à son habitude. Elle avait ouvert les volets, vérifié la machine à café, sorti les croissants du four. Il y avait dans ses gestes une habitude maîtrisée, une efficacité sans précipitation. Le café était calme, presque vide encore. Elle aimait cette heure-là, juste avant le début du flux de clients. La fondation, désormais en pleine activité, lui prenait la moitié de ses journées. Les projets s'étaient stabilisés, les équipes renforcées, les jeunes accompagnés étaient de plus en plus nombreux. Claire se partageait entre les bureaux et le café, entre réunions avec les partenaires institutionnels et discussions avec les habitués autour d'un allongé et d'un pain au chocolat. Cette double vie, loin de la fatiguer, lui donnait une énergie nouvelle. Elle n'avait pas abandonné son ancrage pour aller flotter ailleurs. Elle avait simplement élargi son territoire. Ce matin-là, Armand n'était pas encore arrivé. Il passait parfois plusieurs jours sans venir, préférant se reposer ou gérer des affaires personnelles depuis son appartement. Sa santé était stable, mais fragile. Claire ne posait pas de questions. Elle respectait son rythme, et lui respectait le sien. Alors qu'elle finissait de ranger le comptoir, la porte s'ouvrit discrètement. Un jeune homme entra. Il devait avoir environ 17 ans. Un blouson trop grand, un sac à dos usé, les yeux vifs mais fatigués. Claire l'observa du coin de l'œil. Ce n'était pas un habitué. Il semblait hésitant, mal à l'aise dans cet espace calme, presque trop ordonné pour lui. Elle s'approcha avec ce ton neutre et accueillant qu'elle avait toujours su adopter. « Je peux vous servir quelque chose ?» Le garçon hocha la tête. « Un café, juste un. » Claire le servit sans poser de questions. Elle ne lui demanda pas d'où il venait, ni pourquoi il était là à une heure où d'autres de son âge étaient au lycée ou au travail. Il buvait lentement, les yeux baissés, comme s'il pesait chaque seconde. À la fin, il se leva, sortit un billet froissé et quelques pièces. Il posa la monnaie sur la table. Claire s'approcha pour encaisser, puis remarqua qu'il avait laissé plus que le prix du café. 10 € de plus. Elle fut saisie, sans bouger. Le garçon était déjà en train de sortir. Elle s'empressa de le rattraper sur le trottoir. « Tu as oublié ça » dit-elle, lui tendant le billet. Il se retourna, surpris, mais refusa doucement avec un petit sourire, un peu timide. « Non, c'est pour vous. » Claire insista. « C'est trop, je ne peux pas accepter. » Mais le garçon secoua la tête. « Quelqu'un m'a dit qu'un pourboire pouvait tout changer. Alors, peut-être que c'est vrai. » Claire le regarda quelques secondes sans savoir quoi répondre. Ce n'était pas l'argent. C'était ce que cela représentait. Il lui tendait sans le savoir le reflet d'un geste ancien, un écho lointain, revenu sous une autre forme. Elle baissa la main, le regarda s'éloigner au coin de la rue, puis rentra dans le café, le billet toujours dans la main. Armand était là. Il venait d'entrer silencieux et l'avait observé depuis la porte, sans intervenir. Elle le rejoignit à sa table, s'assit en face de lui et posa le billet au centre. « Tu as vu ?» dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Oui, c'est drôle, non ? Comment un petit geste finit par tourner en boucle ?» Claire ne répondit pas. Elle regardait le billet, pas pour sa valeur, mais pour ce qu'il venait de boucler. Elle comprenait que quelque chose s'était transmis.
au-delà d'elle, au-delà d'Armand. Ce n'était pas une chaîne magique ni un symbole à exagérer, juste une preuve concrète que certaines choses, quand elles sont sincères, laissent une trace. Armand but une gorgée de café, observa le café autour de lui, les clients qui entraient peu à peu, la lumière du matin qui baignait les murs usés. « Tu sais ce que j'ai compris ces derniers mois ?» dit-il. Claire haussa les épaules. « Que le vrai pouvoir n'est pas ce qu'on détient, mais ce qu'on transmet. » Elle acquiesça. « Oui, et que transmettre, c'est accepter de ne plus être au centre. » Ils restèrent là quelques minutes encore. Pas comme deux personnes liées par une dette, ni par une gratitude romantique. Juste comme deux êtres humains qui avaient à partager un bout de vie, chacun venant d'un bord opposé du monde, mais qui s'étaient croisés là où personne ne les attendait. Claire retourna derrière le comptoir. Elle glissa le billet dans une boîte, sans le changer, sans le compter. Une boîte qu'elle avait commencé à remplir de petits souvenirs, de papiers griffonnés, de mots laissés par des jeunes de la Fondation, de cartes anonymes, de dessins d'enfants. Elle ne le disait à personne, mais elle savait que ce geste-là, celui du garçon, ce matin-là, marquait la fin d'un cycle. Pas la fin de son engagement, ni la fin de sa place au café ou à la Fondation, mais la fin d'une histoire qui avait commencé par une tasse de café et un billet de 10 € posé sans mots. Désormais, tout ce qui viendrait serait autre chose. Ni une répétition, ni un hommage. Juste la suite. Et dans cette suite, Claire savait exactement où elle voulait être. Pas dans les photos, pas dans les discours, mais là où les décisions se prennent, là où les gestes comptent, là où la parole sincère a encore une chance de changer quelque chose. Elle nettoya le comptoir, servit un autre client, nota une commande sur son carnet et continua.